Donc, un grand merci au professeur Azouz. Donc, il va reprendre dans un instant par rapport au secret médical. Et voilà. Donc, on s'excuse aussi de ces coupures. Donc, si les alertes de direct, chaque 40 minutes, on doit reprendre une nouvelle session. Alors, effectivement, il y a un grand souci de nos pratiques. C'est vrai que le médecin du travail est devant un dilemme. On essaie de trouver des solutions au sein de nos services, mais la grande solution que je vois, il faut que le ministère nous aide à travers donc une plateforme dédiée à la médecine du travail uniquement. On a vu que l'ancien dossier, donc l'ancien dossier donc, du malade, du chronique du malade, a pratiquement ignoré ou bien écarté la médecine du travail. C'est vrai que c'était un projet pilote pour les urgences, mais maintenant, il est de notre devoir aussi d'avoir peur de fuite de secret médical. Alors, professeur Azouz, si vous voulez bien donc reprendre pour nous parler de secret médical et de données de santé. Alors, d'accord, merci. Alors, on va reprendre sur la notion, vous allez voir les obligations, on va parler plus de réglementation, donc on reprend s'il vous plaît sur cette deuxième conférence, où il sera question de parler de cette réglementation qui est très importante, qui va s'axer principalement sur la loi 1807 qui a été complétée par la 2511, il y a aussi la loi de santé 1811, et vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'impératifs qui vont un petit peu cadrer l'usage de ces technologies dans un service de médecine du travail. Vous allez voir qu'il y a des choses quand même à respecter, à prévoir, pour qu'il y ait un respect de ces impératifs. Quand on parle de la loi 1807, quand elle est venue, c'est une loi qui est là pour garantir la protection des données personnelles au sens du citoyen. C'est-à-dire c'est une loi qui a cadré ce qu'est la donnée personnelle, c'est quoi les droits de ce citoyen concernant ce soit dans un organisme privé ou public, et aussi quelle est cette autorité qui a été créée par la loi 1807. Il faut dire que la loi 1807, c'est elle qui a créé l'Autorité nationale de la protection des données personnelles, qui a son siège à Hebra. Et on va voir la composition tout à l'heure. Pour dire que l'usage de cette technologie, l'usage de cette data est protégé par la loi. Et cette loi est venue pour un petit peu concrétiser ce que la Constitution algérienne a prévu. Vous allez voir tout à l'heure que c'est la loi mère qui a déjà lancé la thématique de la protection de la donnée personnelle du citoyen comme étant un droit. Et aussi, pour être en cohérence avec tout ce que l'Algérie a signé sur l'international, par rapport à la protection de cette donnée personnelle. Il faut dire que cette loi ajoute un certain nombre de garanties, notamment sur la transparence de la data qui va être emmagasinée dans les serveurs ici en Algérie, sur la finalité de cette data, parce que cette loi autorise qu'il y ait stockage de cette data, mais s'il y a un but. C'est-à-dire qu'on ne va pas stocker une data comme ça. Il faut qu'il y ait vraiment un but, un intérêt. Il y a aussi la minimisation, c'est-à-dire il faut vraiment que ça concerne que le secteur dans lequel cette data a été prélevée. L'exactitude, il faut que ça soit une data qui doit être contrôlée, confirmée par celui qui l'a emmagasiné ou qui l'a stocké. Il va y avoir une limitation de conservation, sauf dans certaines circonstances où l'autorité publique décide que cette data a une valeur historique ou une valeur statistique, elle va le garder. Donc, ce délai ne va pas être donc ce verrou va sauter, mais surtout, cette loi appuie sur la sécurité de cette data et du fait que cette autorité de la protection des données personnelles a le droit d'audit, de contrôle, de vérification de cette data dans les structures publiques, même dans les structures privées. Ça, c'est
assez important. C'est pour ça que la partie sécurité, elle est assez centrale et qui est en complète diapason avec ce que la Constitution algérienne a prévu dans son article 47. Elle dit clairement la protection des personnes, regardez bien, hein, la protection des personnes dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. Vous imaginez, donc c'est dans la Constitution. La Constitution, il faut dire que c'est la loi mère de l'Algérie et c'est de là que la loi 1807 tire toutes ses inspirations. Alors, c'est quoi cette data qu'on retrouve et qui est considérée comme une donnée personnelle et qui tombe sous la coupe de la loi 1807? En premier, c'est la data de santé. La data de santé est considérée comme, dans la loi, c'est écrit noir sur blanc comme une donnée sensible. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment très prudent. Il y a aussi la biométrie, il y a la génétique et toutes les autres choses qu'a défini cet article, c'est tout ce qui est croyances philosophiques, voilà, toutes ces qui peuvent constituer l'identité de ce citoyen dans ses croyances aussi, c'est considéré et qui se retrouve dans une data et qui est considérée comme une data personnelle. Aussi, cette loi a établi un certain nombre de droits par rapport à ce citoyen, le droit d'information, c'est-à-dire on n'a pas le droit de prendre cette data sans l'informer, sans le consentement. Le droit aussi à l'accès, c'est-à-dire le citoyen a le droit de savoir accéder à sa data, voir sa data. Il a le droit de rectifier sa data. Il va venir, il va vous dire, voilà, des choses, des actualités, des mises à jour dans votre dossier. Vous êtes en train, avec votre travailleur, il y a des mises à jour et vous devez corriger cette data. Parce que cette data identifiée, c'est sa fiche data au niveau de la base de données avec laquelle je travaille, parce que lui, il a peur. Si la data n'est pas conforme, il peut y avoir des erreurs de diagnostic, des erreurs de profilage, beaucoup d'erreurs, notamment sur les actualités sur sa santé. Donc, il faut les mettre à jour. Il y a aussi l'opposition. Il peut vous demander d'effacer certaines choses. Il a le droit, il doit passer par un circuit pour demander que cette chose doit être effacée. Il y a aussi le retrait de consentement. À tout moment, il va vous dire, moi, je ne veux pas que cette data soit, je ne veux pas cette data, il ne faut pas l'impacter dans votre, et c'est un droit. C'est un droit à ce citoyen, c'est pour ça. Et aussi, il a le droit même de déposer plainte auprès de l'ANDPD, c'est-à-dire l'Autorité nationale de la protection des données personnelles. Cette data, moi, je n'ai pas donné dans l'accord, cette data ressort dans une publication, elle a été divulguée, je ne sais quoi d'autre, mais il peut aussi déposer plainte auprès de l'autorité. Donc, vous allez voir que cette data, il y a tout un process, c'est-à-dire qu'il faut que déjà qu'on identifie que cette data c'est une donnée sensible. Tout à l'heure, monsieur m'a demandé quelle est la data qui est sous le joug de la data sensible, qui n'est pas la data sensible, c'est-à-dire tout ce qui est défini par cette loi comme étant donnée de santé est considéré comme une donnée qui est protégée par la loi 1807 qui a été complétée par la 2511. Donc, toute divulgation, comme c'était pour le secret médical. Alors, on revient à la définition même du secret médical. Quand on revient au secret médical, et on veut avoir la définition de ce qu'est le secret médical, moi, je me rappelle tout de suite Hippocrate, tout de suite, parce que ça, on retrouve la même définition au niveau du code de déontologie médicale algérien. Hippocrate disait à l'époque, admis à l'intérieur des maisons, c'est-à-dire dans l'intimité des gens, admis à l'intérieur des maisons, mais je ne verrai pas ce qui se passe, et ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Vous imaginez? C'est-à-dire, Hippocrate n'a même pas dit que c'était la data de santé. Il a dit tout. C'est-à-dire, même le fait de marier son fils dans une semaine est considéré comme, vous imaginez, comme étant une donnée qui tombe sous le joug du secret médical. Tout ce que le médecin a eu connaissance au moment où il a été avec ce travailleur peut être considéré comme secret médical. Et collection pas de problème de dire j'ai ça, j'ai fait ça. Sauf quand il y a un danger sur la sécurité nationale, là, le médecin doit divulguer, doit dénoncer, parce que où il y a un projet d'assassiner quelqu'un. Là, la loi nous autorise complètement de divulguer cette information, vous imaginez, que cette information et pas autre. Aussi, effectuer des tests, le DVIA, c'est-à-dire c'est des tests sur cette data, la sécurité de la data dans le service. Et ça, c'est une obligation que la loi 1807, complétée par la 2511, nous oblige. Nous oblige de faire des tests de sécurité, de vérifier, soit avec un partenaire public, la DCI ou l'association de numérisation, là, votre partenaire. Vous devez vérifier le niveau de sécurité de votre data au service.
vous n'êtes pas spécialiste, vous devez ramener quelqu'un qui a cette expertise et vous lui demandez de faire un audit. Est-ce que la data, elle est en danger? Est-ce qu'il y a un risque de fuite? Et là, vous devez le faire. Et j'irai même plus loin. Après, l'autorité, les agents d'autorité de protection des données personnelles, elles peuvent venir pour vous demander est-ce que vous avez contacté au niveau de votre établissement, celui qui est chargé de la protection, le délégué de la protection des données personnelles, est-ce que vous avez travaillé avec lui? Est-ce que vous avez fait des audits? Il va vous demander, parce que vous devez avoir même un registre de ces évaluations, c'est-à-dire avec un registre où tout est notifié, ratifié, tous les tests que vous avez faits doivent être ratifiés sur ce registre, et quand la DPDB vient, elle va voir ce registre. Est-ce qu'il y a un suivi sérieux de votre numérisation dans le service? Est-ce que vous avez fait l'effort? Voilà, vous avez fait l'effort de protéger votre data. Ils savent que le risque zéro n'existe pas, mais vous avez le fait. Vous avez suivi un cahier de charge pour protéger votre data. Bien sûr, la loi 1811 vient compléter, la 1807 complète la 1811, et la loi 1811 de la santé définit ce qu'est une data de santé. Vous voyez, données médicales, données d'aptitude, les accidents de travail, maladies professionnelles, surveillance médicale, tout ça, c'est aussi une data sensible et qui est définie comme une data de santé dans la loi 1811, qui a été renforcée par la 2511. C'est-à-dire, la 1807 complété, modifié par la loi 2511. Quand on parle de données sensibles, le personnel regarde. Quand on parle de données sensibles, c'est tout ce qui est origine ethnique, les données de santé, les données génétiques, tout ça, c'est considéré comme données sensibles. Mais même les autres, c'est des données qui sont considérées comme données personnelles. Données de localisation. La donnée de localisation est considérée comme une donnée personnelle. Les données économiques, il y a aussi les données d'identité, mais aussi les données sociales. Tout ça, c'est considéré par la loi 1807 comme une donnée personnelle. La donnée sensible, elle est là-bas, c'est vrai, où on voit la donnée santé biométrique et génétique est considérée comme une donnée sensible, donc il faut être très très vigilant au niveau, de seuil d'exigence au sens sécurité est très élevé, mais même les autres, c'est considéré comme une donnée sensible. Et c'est pour cela qu'il y a un véritable enjeu par rapport à cette donnée quand on est en médecine du travail sur cette violation, sur le problème de discrimination. On en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez tomber avec quelqu'un qui dépose plainte, qui va venir ici, au ministère de la Santé, qui peut aller voir le juge, qui peut aller voir la direction, l'autorité de protection des données personnelles pour dire j'ai vécu une injustice, voilà pourquoi, parce que ma donnée personnelle n'a pas été corrigée, n'a pas été actualisée sur leur plateforme. Il y a eu des erreurs, et donc il y a eu des erreurs après sur l'appréciation de mon dossier, ou sur la qualification, ou sur mon aptitude. Le profilage de la vie privée, parce que quand vous avez de la data, vous avez aussi la vie privée des gens. Et là, il faut faire très attention sur cette notion de qui voit quoi, qui rentre dans quel dossier. Dans le cahier de charge, quand on fait une plateforme, il y a le chef de service, bien sûr, qui est la tête de la pyramide, donc le sommet. Donc, il doit avoir l'accès sur tous les dossiers, mais sinon, chaque médecin n'a l'accès qu'à son dossier. Et le paramédical aussi, et voilà, technicien. Donc, chacun doit avoir une session bien étudiée par les spécialistes. Vous allez identifier le workflow, c'est-à-dire le fonctionnement du service, qui a le droit de voir quoi, entrer qui, voir quoi, l'employeur. Quand j'ai travaillé avec l'employeur, quels sont le niveau d'exigence en termes de sécurité de la data, parce que c'est une data de santé, pour pas qu'il y ait de fuite. Après, Madame Yanni ou là, M. Faraga, vous pouvez développer cette notion où il peut y avoir des violations de cette data de santé avec l'employeur, alors que c'est grave. Normalement, non. C'est préservé par le secret. Il y a aussi la collecte des données non sensibles. Alors, la collecte des données non sensibles peut être très, très utile parce que la loi parle de collecte de données, parle de collecte de données, mais il peut y avoir une donnée sensible comme il peut y avoir des données non sensibles. La collecte de données non sensibles peut être très compétitif pour compléter les dossiers, pour avoir une vision un peu plus globale sur tel ou tel profil. C'est pas parce que on travaille dans la santé qu'on ne travaille qu'avec les données sensibles. D'accord? Donc, il peut y avoir récupération de données non sensibles dans le cadre de votre travail, de vos exigences, de vos fiches. Mais ça reste une donnée à caractère personnel qui est protégée par la loi 1811. Et ça, c'est important de le rappeler. Alors, le siège, voilà, c'est pas un méta. L'autorité, elle existe bien, elle a un siège.
et qui est bien sûr attachée à M. le Président de la République. Elle est indépendante au sens fonctionnement, mais elle a beaucoup de pouvoir au sens audit, vérification et même saisir le procureur de la République et même elle-même provoquer une sanction administrative. Pour vous dire que c'est une véritable autorité et que le médecin doit être conscient de cette entité, de cette autorité qui est autorité. Alors, je vous invite à voir son site. Il est très intéressant, s'il vous plaît. Un médecin averti en vaut deux. Elle a un site, il y a un certain nombre de recommandations, il y a beaucoup de pédagogie dans ce site. C'est un site qui est très intéressant. Et ce site, il y a même une plateforme où les délégués de la protection des données personnelles au niveau des structures publiques sont obligés de déclarer. J'avais discuté même avec M. Moreau, qui est le DSI de la ministère de la Santé. Lui-même, il est membre du conseil d'administration de cette autorité. Donc, chaque structure publique doit déclarer la data qu'elle possède au niveau de ces structstructures, que ce soit un CHU, un EPH ou un EPS. Et ça pour vous dire que c'est une véritable autorité qui est là et que là, voilà, les composantes de cette autorité, et bien sûr avec un mandat de 5 ans renouvelable, veiller au respect des droits, donc pour les missions, instruire les plaintes, contrôler et sanctionner, contrôler et sanctionner. Donc, il y a une véritable épée de Damoclès. Faites très attention à vos data, à vos données, et aussi émettre même des recommandations. C'est pour ça qu'ils ont un site, je vous ai montré, vous pouvez même les contacter par mail quand vous avez des questions. Voilà. Le site, l'autorité a un site, ils ont même, comment dirais-je, dans la plateforme, une partie contact, vous pouvez poser des questions et on peut vous répondre sur la faisabilité de votre projet. Donc, vous voyez, donc c'est du sérieux. Alors, pourquoi la loi 2511? Parce qu'il y a beaucoup d'évolutions déjà technologiques, il y a eu des évolutions de la mondialisation. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de mouvements de data qui traversent les frontières, au sens numérique du terme, et qui a fait que la loi 2511 est venue renforcer encore plus la loi 1807. Moi, j'ai vu beaucoup de nos confrères qui manipulent de la data, soit dans des intelligences artificielles, même avec d'autres organismes à l'international, alors qu'il faut avoir une autorisation. Voilà, je le dis maintenant tout de suite, quand vous travaillez avec d'autres organismes, que ce soit dans un but académique ou dans un but, quel que soit le but, vous devez passer par l'Autorité nationale de la protection des données personnelles pour qu'elle vous donne l'autorisation. C'est vrai que ça doit passer par le ministère de la Santé aussi, mais l'autorité aussi. L'autorité nationale, c'est elle qui doit vérifier est-ce qu'il n'y a pas de risque, est-ce que c'est harmonisé. Donc il y a tout un checklist qu'elle doit satisfaire. Elle parle de la sécurité, elle parle des standards, parce qu'il faut y avoir des standards pour la manipulation de la data, vous allez voir. Et bien sûr, elle insiste sur le fait que la data de santé et la manipulation, que ce soit dans la data non sensible, c'est une data de souveraineté. C'est une data algérienne qui appartient à l'État et qui ne doit pas être manipulée comme ça sans qu'il y ait de canal comme ça bien identifié. Très bien. Donc, pour parler de la loi 2511, il y a eu 8 articles nouveaux par rapport à la loi 1807. Il parle du délai de notification, c'est-à-dire s'il y a un problème de fuite de data, il faut le signaler tout de suite. Il faut faire un rapport, il faut faire une notification à l'administration et alerter l'autorité rapidement dans un délai de 5 jours pour qu'il y ait une enquête sur cette fuite de data. Bien sûr, la loi 1807, comme vous voyez, il y a certains articles qui n'ont pas changé, notamment sur l'information transparente, l'accès à l'application de position accusée au départ, sur la sécurité confidentialité, sur le secret professionnel, sur l'interdiction de la prospection commerciale. La loi 1807, tous ces articles sont restés tels quels, mais les autres ont été modifiés par la loi 2511. Alors, la mission, pour parler du délégué de la protection des données personnelles, parce que vous devez travailler avec ce délégué quand vous êtes dans vos établissements. Alors, ce délégué va beaucoup vous aider dans vos travaux. Il va être l'interlocuteur avec l'administration, avec le ministère de la Santé, mais aussi avec l'Autorité nationale de la protection des données vulnérables, dans la supervision de la conformité de ce que vous allez faire, de vos échanges et de votre travail. Mettre en œuvre les mesures, c'est-à-dire tout ce qui est organisation dans le service, parce que normalement, il faut qu'il y ait une politique interne de numérisation au niveau du service avec une charte interne, avec même
avec même il faut qu'il y ait création même de règlement intérieur, un véritable règlement intérieur sur la numérisation, qui fait quoi, qui ouvre quelle session, comment, au niveau de la consultation, comment ça se passe, au niveau de la vaccination, comment ça se passe, tout doit être ratifié par écrit. Et tout doit être aussi visible même au travailleur quand il vient chez vous en consultation. Ça doit être accessible au travailleur. Vous allez voir qu'à Mustapha, on a mis cela même, je vais vous montrer tout à l'heure, on a mis même dans les urgences, on a mis que toutes les informations qui vont être recueillies dans le cadre du soin sont protégées par la loi 1807 et qui sont sous la garantie de l'administration du CHU Mustapha. Pour dire que ça doit être visible même aux citoyens et aux travailleurs. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un registre qui ratifie toutes ces notions de workflow, de travail, de numérisation qui fait quoi. Il faut qu'il y ait un registre, qui fait comment faire la consultation, qui ouvre le dossier. Donc, il va y avoir une explication de toutes ces choses-là. Et le DPD, c'est-à-dire le délit de la protection des données personnelles, et même s'il y a un sous-traitant, doivent aussi avoir un carnet électronique. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir un carnet électronique avec le service, avec la médecine du travail, pour expliquer toute la démarche qu'ils ont faite avec, pour qu'il y ait une numérisation. Et ça, c'est dans la loi 2511. Hein. Alors, la loi 2511 annonce que l'Autorité nationale de la protection des données personnelles va avoir même des pôles régionaux. C'est-à-dire, il y a l'autorité de Haïra physiquement, mais il va y avoir des pôles régionaux qui peuvent eux-mêmes faire des inspections et faire l'audit. Et bien sûr, on a parlé des 5 jours où il y a une violation de la data, c'est-à-dire il y a une fuite de la data, donc on a un délai de 5 jours pour qu'il y ait une déclaration de cette fuite, c'est important de le signaler, parce qu'il peut y avoir des mesures pour pouvoir pallier, mais aussi pouvoir minimiser les dégâts suite à la fuite de cette data. Alors tout ça, c'est dans la loi 2511. Hein. Bien sûr, la loi 2511 parle de, ça c'est important s'il vous plaît, ça c'est très important. La loi 2511 avertit et surtout met le doigt sur le fait qu'il ne faut pas automatiser tout. Il faut être très vigilant sur cette notion d'automatisation, des notifications. Il ne faut pas que ça soit du 100% automatisé, du 100% notifié. Il faut qu'il y ait un certain niveau de contrôle de celui qui manipule la data au niveau du service quand vous faites un dossier ou plateforme. Parce qu'il faut qu'il y ait un contrôle. Comme on fait dans les validations au niveau des plateaux techniques, au niveau des laboratoires, il faut qu'il y ait des validations. Je vous donne l'exemple. Par exemple, vous avez établi un rapport. Le rapport, il a été réalisé automatiquement. Il est juste jusqu'à, je sais pas, 85%. Mais il faut vérifier ce rapport. Il faut le relire. Il faut le valider. Et cette validation, c'est une validation aussi électronique. C'est pour ça que la loi de 2511 donc, signale cette partie importante qu'il faut qu'il y ait la validation des tâches qui sont dans cette plateforme. Il ne faut pas que ça soit du 100% automatique. Transfert d'intervention. Là, c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de transfert de data. On parlait tout à l'heure de WhatsApp, mais on parle aussi quand on travaille avec des organismes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire seul. Il faut que ça se passe par l'institution. C'est-à-dire que ce n'est pas monsieur qui est dans le service, il va envoyer, je ne cite pas l'organisme ni l'institution internationale de banque directe. Ça, c'est interdit. Il faut que ça passe par un circuit institutionnel et l'Autorité nationale de protection des données personnelles, elle doit aussi donner son autorisation quand il y a c'est pour ça que je parle de souveraineté numérique et la loi 2511 complètement 1807 le dit clairement. C'est-à-dire c'est un délit. Voilà, c'est interdit. Ça, c'est important de le dire. Alors, vous voyez, en santé du travail, tout ça, parce qu'on a l'impression, quand on parle de données de santé, c'est la santé. Non, toutes les datas de santé du travail, c'est des datas de santé aussi. Que ce soit dans le biométrique, que ce soit dans tout ce qui est, il peut y avoir même des datas génétiques. Actuellement, l'exploration des plateaux techniques offre beaucoup de possibilités. On travaille avec des séquenceurs, on travaille, donc il y a beaucoup de data, et ces data tombent sous le joug de la data sensible et la protection des données personnelles. Donc, il faut avoir le consentement, protection de la vie. Alors, quand je parle d'exception du traitement, l'exception du traitement, quand on manipule la data, c'est par rapport aux urgences, par exemple. Aux urgences,
quand je suis aux urgences, et je le malade, par exemple, là, lors des urgences, moi, parfois, il n'y a même pas de carte d'identité. Donc, il nous est arrivé de mettre X algérien. C'est-à-dire, on n'a pas le temps d'avoir le consentement. Ça, c'est des exceptions. C'est l'urgence vitale, par exemple. Il y a aussi la protection de la vie qu'on a, l'intérêt public en santé. Alors, sachez que la data de santé, si l'autorité publique, notamment le ministère de la Santé, juge que cette data, elle est importante, on n'a pas besoin du consentement du malade. Par exemple, du Covid-19. J'ai besoin du dossier via le CHU. La loi, bien sûr, parce qu'il y a un intérêt public, elle peut récupérer la data sans consentement. Voilà. Ça, c'est ratifié sur la. Et bien sûr, le diagnostic médical par un professionnel, donc les échanges entre professionnels, bien sûr, pas besoin de consentement, parce que le lien entre médecins, bien sûr, il faut que ce soit l'information qu'elle y soit, c'est-à-dire entre plateformes. Hein, je parle entre plateformes comme data, il faut qu'il y ait un transfert, sinon le professionnel ne peut pas travailler. M. Falagra, Madame Yani, il faut qu'elle ait les datas de Feliga, par exemple, on en a besoin pour tel dossier, tel travailleur, dont la data, elle est sur CTS, Feliga, par exemple. Feliga, il a sa plateforme, donc on est dans le droit de demander cette data parce que c'est une data de la personne et on a besoin de la data pour pouvoir prendre une décision. Alors, tout ça, c'est le même par rapport à la médecine du travail. Les données à traiter, bon, bien sûr, la médecine du travail est plutôt dans la prévention. On parle de la responsabilité du traitement dans les recettes, donc elle incombe la médecine du travail. Et bien sûr, tous les moyens que vous allez utiliser dans l'usage dans vos logiciels, bien sûr, que ce soit bien sûr autorisé. Et c'est des datas qui doivent être considérées comme des datas sensibles. Les données traitées, vous voyez, toutes ces données sont classées sensibles. Faites très attention. Et bien sûr, la protection des datas est l'une des impératifs quand vous faites de la numérisation, quand vous utilisez des datas dans le service. S'il vous plaît, faites très attention à cette protection de la data. Alors, typologie des risques. L'identification, vous avez vu, l'identification, c'est une donnée sensible, c'est une donnée, mais elle n'est pas sensible. Donc, le risque, il est quand même modéré, mais tout ce qui est sensible, c'est très élevé. C'est-à-dire, si cette data sort, c'est vraiment une catastrophe parce que c'est une data aussi, c'est une data qui est très prisée. Moi, je reviens à une chose très importante. Si vous voulez, je vais ouvrir une parenthèse, et c'est une parenthèse qui est très importante. Faites très attention avec les prestataires avec qui vous allez travailler. C'est des prestataires qui vont vous fournir du matériel. La médecine du travail, à l'instar des autres spécialités, va utiliser du matériel, parce que maintenant, ça se démocratise. On peut avoir du matériel très performant, à moindre coût, mais pour faire nos tests auditifs, les potentiels évoqués, on en a besoin. Faites très attention parce que maintenant, c'est hyper numérisé. Et quand je dis c'est numérisé, il y a de la data dedans. La data dedans, pardon. Et quand il y a de la data dedans, le prestataire, quand il vient avec la data, elle va où? Quand il fait la maintenance, quand elle se fait à distance, faites attention. Donc, j'ai vu beaucoup d'appareils où le prestataire, il demande que la maintenance se fait à distance. C'est-à-dire, il branche l'appareil sur le web, il fait la maintenance à distance. Et ça se fait en radiologie. Dès que l'appareil est connecté, il y a une fuite de data. Donc, faites très attention quand vous manipulez du matériel, quand vous utilisez du matériel, et c'est un matériel qui est connecté. Même s'il n'est pas connecté, quand quelqu'un vient faire la maintenance, la data, pourquoi il la récupère? Quand il va vous demander, j'ai un disque dur. D'accord, tu le laisses ici. Est-ce que vous m'avez compris? Le problème, je prends le disque dur. Pourquoi tu le laisses ici? Je fais ta maintenance, tu l'as mis ici, le disque dur reste dans le service. Et sous ma responsabilité. Je suis chef de service. Les disques durs, s'ils sortent du service, il peut faire des copies. Moi, je n'accuse personne. Mais dès que le disque dur sort du service, il est branché quelque part, là c'est. Et très élevé dans tout ce qui est données psychosociales, ça c'est très très élevé. Les gens vont vous attaquer en justice et ils auront raison. Le secret médical et de protection des données, bien sûr, tout. Alors, faites très attention au secret médical, surtout pour la médecine du travail, parce que la médecine du travail, elle est dans une sorte d'intersection entre plusieurs institutions, le ministère du Travail, le ministère de la Santé, donc elle est vraiment très acculée par rapport à cette notion de secret médical, secret industriel, et qui fait qu'il y a plein
le niveau de laquelle, oui, c'est très sensible. Le secret, il est sur plusieurs niveaux. Il est sur plusieurs niveaux. On a de la data, surtout on peut avoir même de la data des autres secteurs. Il y a M. Friga, la CNAS, la SMAS, on peut avoir des data comme ça, et qui fait que, et on doit être le véritable rempart par rapport à ce secret médical, la data de santé, tout ce qui sort dans les rapports et dans toutes ces correspondances doit être non sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la data de santé. Il faut que ça soit des réponses à une mission, une cahier de charge, une mission qui est réellement de data de santé. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la charte. Quand on numérise dans un service de médecine du travail, il faut avoir une charte. Cette charte doit être établie, bien sûr, par le chef de service vis-à-vis, bien sûr, à son travailleur. Ça peut être un dépliant, ça peut être pour montrer que le service a une politique de numérisation, qui a une protection de la data. Ça doit être affiché au service, cette notion de protection de la data. Il va y avoir une mention aussi il va y avoir aussi la mention que c'est selon la loi 1807. Quand vous voyez ici, ça c'est au niveau des urgences au CHU Mustapha. Tous les téléviseurs au CHU Mustapha, on affiche clairement, ça c'est le téléviseur qui montre la file d'attente. La file d'attente, on mentionne déjà, et ben, je vous apprends quelque chose. J'ai été contacté par un de mes confrères Mustapha où ils ont montré, un malade est venu d'un autre pays, il a pris en photo le téléviseur et il l'a signalé comme bon exemple. Il leur a dit, Mustapha, je suis passé, ils affichent clairement le citoyen de lui la data, parce que la data, il y a des PC, il y a une plateforme, c'est précisé clairement aux citoyens malades qu'il y a une protection, qu'il y a une loi qui protège la data de ce patient. Le fait de la donner, il est quand même protégé. Pour vous dire que dans les services, quand vous allez faire vos consultations, si vous numérisez, j'imagine que vous allez faire des écrans pour la file d'attente et tout, parce que vous avez des consultations, il faut le mettre. Il faut le mettre. Bon, actuellement, c'est 2511 complétant la 1807. C'est plus grave la 1807. Elle n'a pas abrogé la 1807, elle a juste modifié complète. Donc, on est obligé, sur la syntaxe, de mettre la loi 2511 modifiant la loi 1807 sur la protection des données personnelles. Voilà, il faut le mettre. Soit sur l'écran, soit dans une sorte de poster, d'affiche, pour que le malade, c'est une façon d'acquérir le consentement déjà préalable du citoyen de l'aviser. Il a le droit de savoir, parce que la loi 25 ans l'oblige à le faire. Alors, tout ça, c'est par rapport au travailleur au médecine du travail et la data de ce travail dans votre plateforme. Donc, il doit avoir même accès à la data, doit ratifier qui mettre la loi 2511 dans le dossier en médecine du travail. C'est la même chose. Si vous faites une plateforme, on doit être en complète corrélation avec la loi 2511 au sens information, consentement. Donc, ça doit être la même chose dans vos projets de numérisation. Bien sûr, là, c'est important par rapport au sous-traitant. Alors, s'il vous plaît, quand vous travaillez dans vos services, que vous avez un sous-traitant, public ou privé, il faut toujours avoir un contrat. Un contrat qui prévoit tous ces problèmes de préservation de la data, que la maintenance ne se fait pas à distance, le matériel fourni, ils s'engagent à quoi par rapport au matériel dans le service. Et ces obligations sont citées dans la loi 2511, complètement la 1807. C'est-à-dire le sous-traitant, il doit avoir un contrat avec le chef de service, bien sûr, et l'administration sur ce qu'il va fournir sur la plateforme. Bien sûr, quand le dossier médecine du travail, si on veut faire un workflow qui peut être perfectible après, bien sûr, il y a l'examen médical avec la collecte, la conservation active de tous les éléments de ce dossier avec une durée. Alors, la durée au sens secret médical n'est pas abolie avec ni la mort du travailleur, ni le fait que vous avez quitté le poste dans ce service. C'est-à-dire que vous êtes tenu par le secret médical même à distance. Ça, c'est la loi 2511 qui le dit. La sécurisation, donc il faut que le dossier soit sécurisé, c'est-à-dire il faut que ça soit dans une base de données, il faut que ça soit sécurisé, et bien sûr, la clôture du dossier,
il faut qu'il y ait une destruction sécurisée, c'est-à-dire, et c'est là où il intervient le délégué de la protection des données personnelles, comment sécuriser la destruction de tel ou tel dossier ou telle base de données, ne pas les laisser. Moi, j'ai vu des disques durs traîner, des services traîner dans la sous-direction de la numérisation. كيقولوا لي هذا تاع فطام وهذا تاع بيشام سي غراف. Maintenant, c'est-à-dire normalement un disque dur, c'est pour ça qu'il faut avoir une charte de numérisation au niveau du service pour protéger cette data. Si ce disque dur n'est plus en panne ou